Assiste-t-on à une renaissance de la politique industrielle en France? Après le plan d'investissement d'avenir, doté de 12 milliards sur 10 ans, le gouvernement vient de communiquer sur un vaste plan d'action destiné à armer 34 chantiers du futur. Il est tentant de ne voir dans tout cela qu'une supercherie de communication, des annonces destinées à faire oublier le triste feuilleton de Florange, celui d'un État qui se base sur les décombres d'un passé industriel révolu. Destiné aussi à inscrire les efforts demandés aux contribuables dans une vision longue de lendemain qui chante. De l'emballage derrière lequel les mises de fonds publics sont dérisoires, car pour l'heure, la rallonge de 12 milliards accordée au Commissariat général à l'investissement ne représente que 1,2 milliard en flux annuel, autrement dit presque rien. L'empaquetage médiatique lui-même rappelle de mauvais souvenirs. 500 000 emplois promis à horizon 2020. Comme furent promis par le passé 500 000 emplois dans la filière des services à la personne, puis 600 000 dans la filière verte, puis récemment 300 000 dans la silver economy. Des promesses qui n'engagent en définitive que ceux qui y croient. Il est tentant de voir aussi dans tout cela le dernier soubresaut d'un colbertisme suranné, celui d'un État qui fixe en lieu et place du marché les grands axes d'une spécialisation nationale, avec l'idée que derrière cela se développeront en ordre rangé des filières qui ne sortiront pas du cadre du territoire. Comment ne pas être agacé également par le fait que le gouvernement n'attend même pas la fin du processus de concertation et de prospective qu'il a lui-même lancé, France 2025, pour structurer ses annonces. Voilà qui renforce le sentiment que nous sommes davantage face à une course de vitesse aux médias que devant une course de fond véritable à la réindustrialisation. Sans être dupe de tout cela, tentons néanmoins un « oui, mais ». Lorsque l'on évoque la politique industrielle, nous sommes face à 3 faillites dont il faut être conscient. Celle des politiques sectorielles d'abord. L'État ne peut plus être le maître du jeu en termes de spécialisation, en programmant le rattrapage dans des grands domaines d'avenir prévisibles, puisque basé essentiellement sur l'imitation, comme ce fut le cas dans l'aéronautique ou l'aérospatiale dans le passé. La faillite également des politiques de filière. L'idée d'une structuration de l'offre autour de grandes filières nationales a été dynamitée par la réalité de la mondialisation des chaînes de valeur. Bâtir un avantage sur toute une filière est un non-sens. La faillite enfin des grandes politiques transversales chères à la Commission européenne, où R&D plus déréglementation plus éducation génèrent automatiquement la croissance et la bonne spécialisation. La réalité, c'est que la réindustrialisation a besoin de volontarisme et d'intrusion publique. Les États-Unis en font la démonstration tous les jours. Et il n'est pas interdit de penser que la coordination des efforts dans quelques domaines à très forte intensité d'innovation peut favoriser le développement de compétences d'excellence, de composants incontournables, d'applications qui essaimeront demain dans les chaînes de production mondiales, qui entraîneront l'industrie française dans sa relation B2B aux grandes filières motrices de la croissance mondiale. Si tel est le cas, c'est moins la mise de fonds que le management du projet gouvernemental qu'il faut regarder à la loupe. Comment impulser tout cela dans la durée, à travers les aléas du cycle électoral? Cela demande une traduction institutionnelle. Pour être plus précis, on aimerait comprendre l'articulation entre le Conseil national de l'industrie, le Commissariat général à l'investissement, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective, voire la DATAR. Sans véritable coordination entre ces entités, difficile de croire que le dernier plan annoncé sera autre chose qu'un leurre médiatique.